Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la saison 2021 de MotoGP et on attaque une nouvelle équipe et cette semaine, pas du tout, aujourd'hui, c'est Petronas, Yamaha et Certé dans cette vidéo. Alors avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à vous abonner également, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Quand vous vous abonnez, vous pouvez également mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et si vous avez raté des vidéos de cette playlist, de cette semaine bilan MotoGP 2021, eh bien pas de souci, vous pouvez les retrouver dans la fameuse playlist associée à cette... voilà, à ces bilans MotoGP 2021. On va y arriver. Petronas, 10e seulement du championnat du monde avec 96 points, 8 places de perdu et 152 points de perdu. C'est la plus grosse chute sur un an pour une équipe. Meilleur résultat, 3e, un seul podium cette année, meilleure qualification. 2e, 4 abandons aux chutes. En chute, c'est seulement 4% des chutes de la saison. Alors je n'ai pris en compte que les titulaires du début de saison. Donc c'est-à-dire que je n'ai pas pris les titulaires enfin les différents pilotes qui sont passés dans cette équipe, parce que je rappelle que voilà, il y a du monde un petit peu qui est passé au balcon. Je pense que donc cette vidéo sera peut-être un peu plus longue que les autres. Du côté de Petronas, j'ai décidé de mettre 5 sur 20. La saison a été très difficile pour cette équipe qui n'a jamais vraiment performé de la saison. Il n'y a pas eu vraiment un éclair de génie, même avec Morbidelli. On a un Rossi qui a été vieillissant, qui a fait certainement au moins 2 ou 3 saisons de trop du côté de Valentino Rossi, même si il finit pas trop mal. Enfin, il finit mieux qu'il a débuté l'année. On a un Morbidelli qui a dû changer d'équipe et qui a traîné une blessure au genou aussi. Un Dovizioso de retour en fin de saison. Mais pas simple pour lui parce qu'il avait arrêté pendant un an enfin pendant 6 mois on va dire. Il a eu une blessure en plus lors d'une course de motocross et il a dû se réadapter à un matériel qu'il ne connaissait plus, vu que ça faisait au moins depuis 5 ou 6 ans qu'il n'avait plus roulé sur une Yamaha de course. Donc pas forcément évident, et puis un matériel pas exceptionnel, et on est un peu dans le même souci qu'a eu LCR. C'est-à-dire qu'on est dépendant du matériel de l'équipe 1. Le problème, c'est que pour Morbidelli, c'était du matériel de l'année précédente. C'est-à-dire un matériel qui avait été assez inconstant avec Fabio Quartararo. Et puis un Rossi qui n'a jamais réussi à s'adapter, en fait, très clairement, à la Yamaha moderne et aux pneus Michelin de ces dernières années. Il faut le dire également. Du côté des qualifications, là, le tableau est long sur le côté, je le vois, je l'ai déjà à l'écran. Rossi, 2 fois, il a battu Morbidelli, donc 6-2. Rossi, Dovizioso, 3-2. Rossi, Crutchlow, 2-0. Rossi, Jack Dixon, débutant, 2-0. Du côté des courses, Rossi, Morbidelli, 4 partout. Rossi, Dovizioso, 4-1. Rossi, Crutchlow, 2-0. Et Rossi, Dixon, 2-0. On commence avec Valentino Rossi. J'ai mis 9 sur 20, 18e avec 44 points, 3 places de perdu, 22 points de moins par rapport à l'année précédente. C'est donc sa pire saison en MotoGP, la pire saison de sa carrière. Meilleur résultat en course, 8e, et 4 top 10, 10 top 15, 9 chutes. Il est 15e dans ce classement, 3 abandons également. Une moyenne en course de 13,47, une moyenne de qualification à 15,61. Fin de carrière difficile. Après, très clairement, je ne m'attendais pas à un miracle. C'est pour ça que je mets 9 sur 20. Certains diront, c'est pas une note très méchante envers Rossi. Alors déjà, il finit bien la saison. Mais surtout, du côté de Rossi, je m'attendais à rien en fait en début de saison. Je m'attendais à ça, quoi. Je m'attendais pas à un miracle du côté de Rossi. Il y a encore 2 ans, on pouvait s'attendre à un miracle. Encore l'année dernière, parce qu'il avait pas mal débuté à Jerez et qu'on se disait qu'avec une saison un peu plus condensée, un peu plus courte, peut-être que physiquement il allait moins souffrir. Mais il n'y a pas que au niveau physique qui souffre, il y a le pilotage qui était moins performant.
Et puis, je pense que dès le début de saison, quand sa femme a annoncé qu'elle était enceinte, il avait plus la même... Enfin, sa compagne, parce que je crois qu'ils ne sont pas encore mariés. Il avait peut-être plus la même motivation et surtout plus la même envie de prendre des risques en termes de pilotage. Et je pense que ça a joué pour Rossi. L'année a été compliquée, mais j'ai pas l'impression que ça l'ait affecté plus que ça. Chez Yamaha, ça l'a affecté beaucoup plus, les mauvaises saisons. Là, chez Petronas, j'avais l'impression qu'il l'avait déjà prévu en début d'année que ça serait une tournée d'adieu. Qu'il a su très vite, avant même de l'annoncer à la presse. Je pense qu'il le savait très tôt que c'était une tournée d'adieu. Et puis en plus, entre le moment où vous annoncez votre retraite et le moment où il faut le mettre au niveau économique, la retraite, parce que Rossi, tout le merchandising autour de Rossi, aussi à prendre en compte, je pense que ça s'est préparé dès le début de saison. Et je pense qu'il voulait finir avec du public. C'est pour ça qu'il a fait une saison supplémentaire. Je pense que si l'année dernière, il n'y avait pas eu la Covid, ou qu'il y avait eu du public, notamment en Italie, il aurait pris sa retraite l'année dernière. Il voulait finir avec le public parce que Rossi, c'est le public qui l'a construit. Certes, vous avez les résultats sportifs, mais pourquoi Rossi est devenu une légende ? C'est grâce au public qu'il est devenu une légende. Et il voulait finir avec le public en Italie, faire une grande fête en Italie. C'est dommage, quand même, quand une légende s'arrête, on va dire, avec des résultats un petit peu moyens, même si, encore une fois, sur les 3-4 dernières courses, ça a été quand même un peu meilleur, surtout du côté de Valence, où il y a un top 10. Voilà, pas à l'aise avec les pneus, et puis je pense qu'il y a eu un manque de soutien de Yamaha entre l'année dernière et cette année qui ne s'intéressait plus vraiment à lui. Donc ça ne s'intéressait plus vraiment à sa structure. Je me dis juste qu'il a peut-être pris la place quand même d'un jeune pilote cette année qui aurait pu faire ses preuves. Et puis j'ai l'impression aussi que avec toute l'équipe Petronas, il n'y avait pas une grande ambiance. On n'avait pas le sentiment que c'était la même ambiance qu'avec Quartararo, quoi. C'était assez... En fait, tout le monde se désintéressait de Valentino Rossi. C'est-à-dire, s'il n'avait pas annoncé sa retraite, Valentino Rossi, la saison aurait été... ça aurait été l'homme invisible de la saison, hein, Rossi. Mais comme il a pris sa retraite, ça a remis un petit peu le focus sur lui, mais dans son équipe... tu sais, quand on m'a vendu il va y avoir d'énormes festivités à Valence, j'ai pas trouvé que les festivités étaient incroyables, quoi. Autant autour de Quartararo, il y avait eu vraiment beaucoup de fêtes, autant autour de Rossi, je suis resté sur ma faim. Je continue avec Franco Morbidelli. J'ai été très sévère. J'ai relu pourtant, mais j'avais pas le sentiment là à la 3e lecture. C'est à la 4e qu'on a ce sentiment là. J'ai mis 6 sur 20 à Morbidelli. Je rappelle qu'il a été blessé cette année. Seulement 13 départs sur 18. 17e du championnat du monde avec 47 points. 111 points de perdus et 15 places. C'est la plus grosse chute entre 2 années. Mais comme il n'a pas fait une saison complète, je ne l'ai pas compté comme plus grosse chute. Un podium. Meilleure qualification 2e, 6 top 15, 3 top 10 seulement, 3 abandons et 2 chutes également seulement. Il est 24e dans ce classement. Pas de pause, c'est qu'il y en a une, ça lui a coûté 5 Grands Prix. Et il a fait les 18% des chutes de l'équipe. Je rappelle, c'est une des équipes qui a le moins chuté cette année. Chez Petronas, sa moyenne en course est de 12, sa moyenne en qualification est de 7,5. Chez Yamaha, moyenne course à 15,8, moyenne qualif à 11. On s'aperçoit donc que sa deuxième partie de saison, son retour après blessure, a été compliqué. Très compliqué même. Avec une machine difficile chez Petronas. Ça a été un petit peu la cata quand même, 2020. Là aussi, une grosse blessure au genou. Qui a été mal géré parce qu'on l'a fait rouler malgré sa blessure. Il aurait dû s'arrêter beaucoup plus tôt. Il est revenu tôt, mais sans avoir une bonne condition physique. Et depuis son retour, il n'y a pas eu un résultat notable.
Je crois qu'il n'y a même pas un top 10 depuis son retour. Les top 10, je crois, sont sur la première moitié de saison. Il va devoir retrouver son niveau. Mais va-t-il avoir la capacité de retrouver son niveau? Et de toute manière, même son début de saison chez Petronas n'était pas exceptionnel. Mais encore une fois, avec aussi une machine qui datait de l'an dernier, et une machine qui, on le sait, avait été assez inconstante. C'est un petit peu ce qui a coûté le titre et une bonne fin de saison à Fabio Quartararo l'année dernière. Mais on est quand même dans une situation assez difficile avec Morbidelli, parce que on a une blessure, on ne sait pas si la blessure, on l'a sous-estimée chez Yamaha. Est-ce que la blessure était très grave? Parce on savait que c'était au niveau du genou. Je n'avais pas l'impression que c'était si grave que ça quand on m'a indiqué la blessure. Mais peut-être que j'ai sous-estimé cette blessure. J'ai dû la sous-estimer. Mais est-ce que du côté de son entourage, on ne l'a pas sous-estimé aussi? Parce qu'il est revenu au bout de 5 courses, peut-être aussi qu'Yamaha lui a un petit peu forcé la main, parce que c'était quand même une situation qui était compliquée. Normalement, il devait rester chez Petronas. On ne s'attendait pas à ce que Vignales pète un plomb en Autriche. Donc ça a été compliqué à gérer, parce que c'était pas du tout prévu. Donc est-ce qu'on lui a forcé un petit peu la main pour qu'il revienne vite? Peut-être. Mais en termes de résultats, ça a été très mauvais. Je continue avec Andrea Dovizioso, 10 sur 20. 5 courses sur 18 pour Andrea Dovizioso, donc c'est difficile de noter sa saison, 24e au championnat du monde avec 12 points. Meilleure qualification 13e, meilleure course 12e, 4 top 15. Giros chute, ça c'est quand même intéressant. Une moyenne en course de 14,6, moyenne en qualification à 18,6. Pas simple de revenir, même après une période d'absence qui semble, pour le commun des mortels, extrêmement courte, 7 mois, 8 mois, et où il a quand même été actif. Il a fait du motocross, il a fait des essais pour Aprilia. Il n'est pas revenu de nulle part non plus. Mais on s'aperçoit que pour retrouver le niveau de pilotage, mais surtout le niveau physique, c'est un enfer quand tu as arrêté en MotoGP. Si on compare à Fernando Alonso, pourtant Alonso a arrêté 2 ans, il a fait d'autres catégories de courses, mais il a eu un arrêt de Formule 1 beaucoup plus important, il est revenu beaucoup plus vite que Dovizioso. Il n'a pas mis une demi-saison à revenir. Et est-ce que Dovizioso arrivera à retrouver son niveau l'année prochaine? Ça, c'est aussi une question qu'on peut se poser. C'est 5 courses sur 18, et meilleur résultat 12e. Je pense qu'au bout d'un moment, il aurait dû trouver des solutions. Il a quand même progressé au fur et à mesure de la saison, mais à mon goût, pas suffisamment. Il est très ambitieux pour 2022. J'ai peur qu'il se casse les dents. Je rappelle qu'il veut jouer le titre à tout prix en 2022. J'ai peur que ça soit difficile pour Dovizioso. Parce que le seul qui s'en sort pour le moment avec cette Yamaha, c'est Quartararo. Même Morbidelli n'a pas été très performant. Rossi n'a pas été très performant. Crutchlow, tout le monde est un petit peu en même Vignales. Tout le monde a été en difficulté sur cette Yamaha par Quartararo. On peut se dire que ça va être donc légèrement complicace. Du côté de Jack Dixon, 2 courses, 13 sur 20, 30e du championnat du monde avec 0 points, 19e à Silverstone et abandon du côté de l'Aragon. J'ai mis 13 sur 20 des encouragements. Alors c'est compliqué de noter un pilote qui n'a fait que 2 courses. Pour moi, il a fait du bon travail. Pour un pilote qui, encore une fois, n'avait pas d'expérience dans cette catégorie, qui n'avait pas prévu en début de saison de monter en MotoGP, on lui a dit une course avant, donc c'est mentalement faut se préparer, sans essai. Il n'avait jamais mis ses fesses sur une MotoGP avant c'est son premier Grand Prix. Alors, heureusement, c'était à Silverstone sur une piste qu'il connaît très bien, du fait qu'il est britannique, mais c'était quand même vraiment pas simple. Et il a été solide pour moi. Surtout que c'était pas forcément si attendu que ça, parce qu'en Moto 2, les résultats sont quand même un petit peu moyens pour Jack Dixon. Alors il est bon sous la pluie, mais dans les conditions sèches,
On ne sait pas encore quel est vraiment son niveau de performance. Et c'était vraiment pas évident pour Jack Dixon. C'était vraiment pas évident cette année. Donc chapeau, et puis il arrive en plus sans être attendu, même dans l'équipe, je pense. Parce que je rappelle qu'il a été mis en MotoGP un petit peu comme l'autre consolation, parce qu'il avait un contrat d'un peu plus longue durée, et que comme l'équipe SIC s'arrête, eh bien il fallait trouver une solution de repli. J'ai dit SIC, c'est pas vraiment la prononciation, on va dire, de l'équipe, normalement. Du team officiel de Petronas, avec la disparition de Petronas, enfin la disparition. Le départ de Petronas, du fait que l'équipe, le sponsor, en a un peu marre des agissements de Yamaha, très clairement. Karl Crutchlow, 4 courses, 10 sur 20, 28e avec 0 points, 17e en Autriche, en Styrie et en Aragon, 16e à Silverstone. J'ai mis 10 sur 20, c'est pour mettre une note pour Crutchlow. On sent bien qu'il a arrêté la compétition pour des bonnes raisons. C'est-à-dire qu'il en avait un peu marre du paddock. Bon, il a dépanné Yamaha parce qu'il est employé Yamaha et qu'il est pilote d'essai. Mais je crois que très clairement, le MotoGP lui manque pas. Les paddocks lui manquent pas. Donc c'est pas... De toute façon, ça a toujours été un personnage atypique, Crutchlow. Quand on l'a vu débarquer en MotoGP, on se dit c'est qui ce mec-là, quoi. Mais voilà, il a toujours été à part dans la sphère MotoGP. Voilà, je pense surtout qu'il a dépanné Yamaha, qu'il n'avait pas envie de prendre de risques. Il n'avait pas envie de se mettre au tapis. Donc voilà, bon, quand vous l'entendez en interview avec les équipes de Canal, bon, tu vois bien qu'il est venu, mais bon, pour te dire, normalement, il voulait pas faire de wildcard cette année. Donc il a vraiment dépanné parce que Yamaha se retrouvait dans une situation où d'un côté, vous aviez Morbidelli blessé, de l'autre côté, vous avez Viñales qui a pété un plomb. Mais c'était compliqué de prendre des risques et de se retrouver dans cette situation-là. J'ai oublié de le dire, je crois, dans la vidéo Aprilia, mais je le marquerai dans les commentaires. Pour Viñales, on fera le bilan avec Yamaha. Je ne sais plus si je l'ai dit. Je crois que je l'ai dit au final, mais voilà, on fera le bilan avec Yamaha. Du côté des enjeux 2022, il faut continuer à faire de belles choses avec l'équipe. Il faudra repartir même sur des choses beaucoup plus intéressantes. On va avoir un pilote tout nouveau, Darrell Binder. On va voir ce que ça va donner. De l'autre côté, Dovizioso, pilote d'expérience, pilote qui veut jouer le titre, pilote ambitieux, mais qui a parfois un relationnel un peu compliqué, notamment demandé à Honda et Ducati. Et puis, qu'est-ce qui se passera si la YAM est pas performante ou s'il n'arrive pas à utiliser la YAM? Ça peut être très compliqué pour Dovizioso. Du côté de Darrell Binder, pilote qui n'a pas beaucoup d'expérience, qui fait directement Moto 3, MotoGP. On sait que c'est extrêmement compliqué. C'est un pilote qui, en plus, est très hargneux en termes de pilotage, qui, me semble-t-il, n'est pas vraiment mature. J'ai peur que ça soit le Mazepin de la MotoGP. Darrell Binder. J'espère me tromper, mais je suis inquiet. J'espère que son frère lui donnera de bons conseils. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Et puis nous, donc, on se retrouve pour de nouvelles aventures. On enchaînera donc avec Pramac pour la prochaine vidéo. Ça sera autour donc de l'équipe satellite de Ducati. Allez, à la prochaine sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!